Un de mes frères jumeaux vient d'apprendre qu'il a un cancer incurable. On encaisse les coups et que là, voilà, c'est que ça devient un peu compliqué. Où est-ce qu'on en est arrivé en fait pour en arriver là? Je dois dire de A à Z ce que je fais par jour. On me demande si je me drogue. Je dois montrer mes bras. Je dois montrer mes pieds. Parce que forcément, un drogué, ça se pique aussi en dessous des pieds pour pas montrer les preuves. Un test d'urine. Je veux dire, en fait, là, c'est comme si on venait fouiller en fait dans ma culotte. Hello, beautiful people. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers d'Amélie Netten, une personnalité emblématique de la télé-réalité française. Connue pour son franc-parler et son charisme, Amélie a su conquérir le cœur de milliers de fans à travers de ses aventures. Dans cette vidéo, nous allons explorer son parcours en revenant sur les hauts, mais aussi les bas qu'elle a vécus. Pour cette vidéo, j'ai bien évidemment lu son livre Pourquoi tant de haine, un livre dans lequel elle a fait pas mal de confidences par rapport à pas mal de choses, notamment sur l'enfer qu'elle a vécu par rapport au signalement abusif qu'elle a pu recevoir, donc par rapport à la garde de son fils Hugo, mais pas que. Donc on va revenir sur tout ça ensemble. C'est une vidéo qui devait sortir depuis un petit moment, mais comme il y avait des candidats de télé-réalité qui avaient sorti des livres, et comme c'était assez récent, j'ai préféré traiter ces livres-là d'abord, mais voilà, on y est. Donc j'ai envie de vous dire, on ne change pas les bonnes habitudes. Grab a snack, take a seat and let's go. Amélie Netten est née le 31 juillet 1985 à Liège en Belgique. Donc Amélie a grandi avec ses 3 sœurs ainsi qu'avec ses frères jumeaux. Et dans son livre, Amélie a également pu confier qu'elle avait un frère Christian, donc qui est né avant sa naissance à elle, mais qui est malheureusement décédé de la mort subite du nourrisson à peine 4 mois. Évidemment que c'était une souffrance énorme pour ses parents. Je vous la cite. « Je pense à ma mère et à son chagrin quand elle a perdu mon petit frère par la mort subite du nourrisson. Un matin, tu rentres dans la chambre, tu crois que ton bébé dort tranquillement et tu découvres que, dans la nuit, il a cessé brusquement de respirer et qu'il est décédé. » Tu sais que nous, on vient d'une famille nombreuse aussi. Oui? Combien dans ta famille, toi? 6. Ah ouais? Les parents ont fait 6 gosses? On était 7 parce que j'ai perdu un frère qui était bébé, mais sinon, grande, non, laisse tomber. Moi, j'ai vu ma mère souffrir, on faisait les conneries, C'est bien, Ah non. Ah ouais, mais ta mère, en fait, à l'époque, elle aurait pu faire famille nombreuse. Ouais. Bah ouais. 7 enfants, enfin 6 quoi. Ouais. Oh, enfin 7, c'est pareil. Ouais. Il est là encore. Dans nos cœurs. Non, imagine. Alors, côté enfant, c'est vrai qu'Amélie Netten, c'est une personnalité publique qui tient énormément à sa vie privée. Donc elle ne s'est pas forcément énormément étalée sur le sujet. Par contre, elle a pu confier qu'elle a grandi du coup avec un père qui était militaire et qui du coup était très très souvent absent à cause de son emploi du temps. Et son père lui a toujours inculqué les valeurs du travail. Étant petite, elle a pu le voir de ses propres yeux que son père travaillait énormément pour leur apporter un minimum de confort. C'était pas toujours facile pour Amélie quand elle était petite de supporter cette absence et voilà le fait que son père soit pas très présent à cette période-là. Je vous la cite. Sa carrière ne lui permettait pas d'être souvent à la maison. Et ce n'était pas facile de supporter son absence à côté d'une maman fragilisée et éprouvée par un drame. Une petite fille qui ne comprend pas pourquoi son papa n'est pas là, et le mien m'a beaucoup manqué. Il fallait faire avec. Ce sont des souvenirs d'enfance qui ne s'effacent pas, tout comme les valeurs que mon père m'a transmises. Dans la vie, on n'a rien sans courage et sans travail. Son exemple est resté gravé en moi. Comme lui, je sais faire la part des choses. Comme lui, j'aime l'ordre et ce qui est carré. Mon enfance m'a forgé un caractère entier, une bonne fille de militaire. J'aime ce qui marche droit. Je n'ai jamais supporté ce qui n'est pas net. Pendant toute mon enfance et jusqu'à aujourd'hui, je me suis toujours battue pour obtenir ce que je voulais, devenir ce que mon père souhaitait, ou tout du moins, ne pas le décevoir. Je ne suis pas née avec une petite cuillère en or dans la bouche, mais à force de travailler, j'ai la chance de vivre confortablement. Alors dans son livre, elle décrit son père comme un homme fort, imposant et autoritaire, et même si elle savait, elle a toujours su que son père aimait énormément ses enfants. C'est vrai que son père n'a jamais été le type de personne qui était démonstratif, qui leur disait je t'aime, qui montrait ses émotions. C'est vrai que c'était pas toujours facile pour elle. Elle était toujours sur la réserve avec son père.
Et d'ailleurs, en revenant un petit peu sur sa jeunesse, elle a pu confier que c'était donc à 17 ans que son grand-père est décédé. Et d'ailleurs, elle a souligné dans son livre qu'elle aimait énormément son grand-père, qu'elle lui rendait visite une fois par semaine, qu'il avait toujours un petit geste gentil ou un peu d'argent de poche pour elle, etc. C'est donc lorsque sa grand-mère lui avait annoncé sa mort, donc la mort de son père, à ce moment-là, était à côté d'elle et c'était la première fois qu'elle l'avait vu pleurer. C'est vrai que c'est quelque chose qui l'a énormément choquée parce que, comme je vous ai expliqué un petit peu plus tôt, son père ne montrait jamais ses émotions. Donc pour elle, c'était un peu surprenant de voir son père pleurer. Et donc c'est un peu plus tard dans la vie, lorsque son père a pris sa retraite, c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à vraiment construire un vrai lien père-fille avec son propre père. Je vous la cite. Avant, j'étais sur la réserve. Aujourd'hui, je ne crains plus de lui téléphoner, de lui demander un renseignement ou un conseil. Mais ça n'empêche pas que j'ai toujours peur de lui. Je ne risque pas de l'envoyer promener ou de lui dire de la fermer. Rien que d'y penser, je suis terrorisée. Je n'ose même pas imaginer ce qui se passerait. Justement, donc Amélie elle-même a toujours été très bosseuse aussi. Je pense qu'elle tient ça de son père du coup, puisque avant sa participation à Secret Story, Amélie était barmaid donc dans une boîte de nuit à Liège. Elle commençait très souvent dans les alentours de 22h, 22h30 jusqu'à 6h du matin. Et elle enchaînait tout de suite après dans un magasin d'alimentation. Voilà, à cette période-là, c'est sûr qu'elle n'avait pas énormément de temps libre. Voilà, parce qu'elle bossait tout le temps. Mais bon, elle a pu confier dans son livre qu'à cette période-là, elle n'avait pas réellement le choix. Il fallait qu'elle mange et il fallait qu'elle se débrouille de cette manière-là pour vivre tout simplement. Alors, on va encore rester un petit instant sur sa vie personnelle, puisque c'est vrai qu'habituellement, je reviens généralement sur les événements chronologiquement parlant. Mais comme la suite de cette vidéo sera plutôt dédiée à l'enfer qu'elle a pu vivre à cause de toute cette célébrité, etc., vous allez le comprendre dans un instant. Je voulais d'abord revenir avec vous sur des nouvelles assez récentes, voilà, par rapport à sa vie familiale, quelque part, parce que Amélie a enchaîné pas mal de mauvaises nouvelles par rapport à des membres de sa famille ces dernières années. Et très récemment encore par rapport à son frère. Vous avez un peu suivi l'actualité d'Amélie Netten ces dernières années. Vous le savez, sa sœur Jennifer, de qui elle est très proche d'ailleurs, a malheureusement eu un cancer du sein. Et à l'époque, Amélie avait pris la parole sur les réseaux sociaux par rapport à ça. J'espère que vous allez bien. C'est vrai que depuis quelques jours, je snappe pas trop. Je suis beaucoup avec ma soeur, la famille. Voilà, on a fait un beau petit week-end. Donc on profite. Voilà. Moi, je suis à la maison. Je suis restée toute l'après-midi à l'hôpital avec ma soeur. C'est très bien passé. Maintenant, on attend les résultats. C'est là qu'il faut croiser les doigts. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, qui ne comprennent pas pourquoi je l'ai annoncé. Tout simplement, en fait, que c'est comme ça, en fait. C'est pas parce qu'on est un personnage public, on n'a pas le droit de dire aussi ce qu'on ressent, ce qu'on a. Aussi, ma soeur était tout à fait d'accord. Après, j'ai reçu beaucoup de messages où j'ai des personnes avec qui j'ai pu parler en DM sur Insta Story, où voilà, j'ai eu beaucoup de témoignages et tout. C'est aussi notre manière à nous aussi de peut-être aussi d'aller un petit peu mieux pendant. Donc je disais, c'était aussi une manière à nous aussi d'aller bien pendant quelques instants. Malheureusement, cette maladie, elle touche beaucoup de monde. Je ne suis pas la seule à être dans le cas d'avoir quelqu'un de malade dans la famille. Après, c'est vrai que quand ça arrive encore pour la troisième fois à quelqu'un de très proche, dans ma soeur, moi je suis vraiment très 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 proche d'elle. On a une relation elle et moi, c'est inexplicable. Voilà, on comprend pas, on a envie un peu d'en vouloir même aux médecins parce qu'on se dit qu'une fois, ok, voilà, deuxième fois, troisième fois, voilà, on ne sait pas. Maintenant, elle est prise en charge à temps, elle l'a vue à temps, donc elle s'est fait opérer. Maintenant, on attend les résultats. Ouais, c'est assez dur parce que moi, ma soeur, je l'ai toujours vue se battre pour... Bref, voilà. Ma soeur, c'est une battante. Là encore aujourd'hui, au réveil, elle avait limite le sourire. Voilà. Elle
elle se battra jusqu'au bout. Moi, je vais juste dire aux personnes, encore une fois, derrière leur ordinateur et leur téléphone, arrêtez de juger constamment quand on partage des choses avec vous. Moi, je partage ce côté-là parce que j'ai eu beaucoup de messages aussi de personnes qui étaient atteintes du cancer, qui ont essayé aussi de rassurer un peu ma sœur. Voilà, Donc arrêtez d'être toujours derrière votre téléphone, toujours à être médisant, toujours à être de la méchanceté pure comme ça. Parce qu'à un moment donné, vous savez quoi, la roue elle tourne. Et malheureusement, ce que je vais dire, c'est qu'elle va frapper une fois chez vous et ça va vous faire tout drôle en fait. Et c'est là que vous allez vous dire, ah ben ouais, peut-être que j'aurais peut-être pas dû dire ça ce jour-là, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Voilà, c'est tout. Donc pour toutes les personnes qui ont envoyé des messages pour ma sœur, je voulais juste vous remercier. Je voulais vraiment vous remercier pour tous les messages d'attention que j'ai eu aussi sur mon Instagram. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur. Mais vraiment, profitez de la vie. Elle avait notamment pris la parole en 2016 sur les réseaux sociaux pour annoncer que sa sœur allait beaucoup mieux. Mais malheureusement, en 2018, Amélie avait repris la parole sur ses réseaux pour confier que sa sœur se battait à nouveau contre le cancer du sein. Je vous la cite. « Ma sister, tu sais à quel point je t'aime et je t'admire. Malheureusement, la maladie frappe à nouveau. Pourquoi toi encore ? Je sais que tu vas te battre comme les deux d'avant et tu vas lui mettre un bon coup de pied à cette putain de maladie. T'es mon modèle et je serai toujours là pour toi, ma guerrière. » Heureusement, tout va bien pour sa sœur Jennifer aujourd'hui, puisqu'en octobre 2019, Amélie avait repris la parole sur ses réseaux sociaux pour annoncer que sa sœur était enfin guérie de son cancer après 8 longues années de bataille. Bon, on a eu les résultats de l'analyse du sein de ma sœur et enfin, elle en pleure, parce qu'elle en pleure de joie. C'est fini. Voilà, elle peut enfin tourner la page. Après 3 cancers, c'est terminé. Voilà, on va passer un bon week-end. Voilà. Même Nico, il est content. Oui. C'est fini, voilà. Ouais, fuck le cancer, hein. Terminé, fini. J'allais dire, tu fais quoi, cancer? Tiens, elle l'a eu. Après 8 longues années où elle a combattu la maladie, ça y est, c'est enfin fini. Fini. Alors, un peu plus récemment, donc c'était en août 2023, qu'Amélie a annoncé le décès de sa maman. Donc, sa maman est malheureusement décédée. C'était très brutal. Enfin, elle s'y attendait pas du tout puisque sa maman est décédée dans son sommeil. J'espère que vous allez bien. Je sais pas par quoi commencer. On va déjà commencer par vous remercier du fond du cœur pour tous les messages. Voilà, ma famille vous dit merci aussi. J'ai reçu énormément de messages depuis le décès de ma maman. C'est compliqué, mais voilà, il faut que je continue. Il faut que la vie continue, même si c'est dur, parce qu'il y a une partie de moi qui est brisée. On a perdu le pilier de notre famille, tout simplement. Je vous disais, on a perdu le pilier de notre famille. Mon papa s'est rendu compte que ma maman était vraiment le pilier. Sa maman faisait tout à la maison. Son décès était brutal. Je ne veux pas commencer à m'attarder là-dessus parce que je pense que... Voilà. Mon papa a dit bonne nuit à ma maman et malheureusement, le matin, elle était décédée. Donc, c'est très dur pour mon papa. 46 ans de mariage. H24 ensemble avec ma maman. Donc là, je peux vous dire qu'on est soudés plus que jamais, mes frères et sœurs et mon papa. Je ne me laisse pas aller parce que je reçois aussi pas mal de messages où on me dit comment se passe sombrer dans une dépression et tout, parce que je dors pas. C'est pas ça en fait, c'est juste que mon cerveau, je pense, s'est mis... Donc, je pense que mon cerveau s'est mis en stop parce que ma maman est décédée pendant la nuit. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui jouent avec tout ça. Donc oui, ça fait une semaine que je dors pas. Je dors 1 heure par-ci, 1 heure par-là. La journée, je me dis que je suis fatiguée, mais je veux pas dormir comme ça. Je me dis que le soir, je peux dormir, mais non. Ça va revenir. Il faut le temps, hein. Il faut le temps... Voilà, c'est juste que... Ouais, il faut le temps. Il faut le temps. Je vous disais que les premières fêtes d'année, ça va être très compliqué. On aura toujours cette
tristesse en nous, cette injustice, cette incompréhension en fait. Voilà, je sais que je suis pas la seule à avoir perdu une maman, un papa, un frère, sœur, enfant, etc. Mais voilà, c'est inexplicable mais on est soudés. Voilà, nous on est soudés. Là, je vais aller avec mon papa et ma petite soeur qui va arriver. On prend bien soin de notre papa. C'est la promesse que j'ai faite. Donc, voilà, ma maman avec mes frères et sœurs. Et malheureusement, le soeur a continué à s'acharner sur sa famille. Là, c'est vraiment le cas de le dire, puisque seulement 1 an après le décès de sa maman, Amélie a pris la parole pour confier que son frère est malheureusement atteint d'un cancer qui est incurable d'après ses confidences. On a été frappés donc il y a quelques mois par le décès de notre maman. On a toujours du mal à s'en remettre. Et du coup, là, on vient d'être frappés par une mauvaise nouvelle qui nous tombe dessus par rapport à mon frère. Donc, j'ai 3 sœurs et j'ai des frères jumeaux, dont un de mes frères jumeaux vient d'apprendre qu'il a un cancer incurable. Du coup, forcément, c'est très dur. Parce qu'on encaisse les coups comme on peut, en fait. Surtout lui, ça va être aussi très compliqué. Là, il est parti déjà un minimum pour 6 mois de chimio. Les 3 cancers de sein de ma sœur, le décès de ma maman, maintenant le cancer incurable de mon frère. C'est vrai que ça fait beaucoup quand même. Ma sœur donc va l'aider beaucoup aussi parce que elle est passée par là, donc elle pourra vraiment beaucoup plus l'aider. Elle sera là, forcément tout le monde sera là pour lui aussi. On va l'aider. Voilà, il va se battre et on sera à ses côtés tout le temps. Les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est beau parce qu'on partage pas mal de choses et tout. Et puis c'est vrai que des fois, on ne partage pas tout parce que moi, comme je vous l'ai dit, j'attendais que mon frère me donne son autorisation. Je n'allais pas prendre mon téléphone directement. Mon frère est malade. Non. Voilà, il fallait que tous encaissent et digèrent cette mauvaise nouvelle. En plus, je venais d'apprendre que Sabrina, j'étais avec elle moi, le week-end quand j'étais à Paris, je venais d'apprendre que Sabrina avait un cancer du sein. Donc ça faisait aussi beaucoup sur le même week-end et tout. Et là, vous êtes là constamment en train de juger à chaque fois quand vous voyez une vidéo. Voilà. Et c'est tout le temps le jugement. Je t'aime bien, mais t'es en train de t'afficher parce que t'as bu un verre, un truc comme ça. En plus, à chaque fois, c'est toujours je n'ai rien contre toi, je t'aime beaucoup, mais là, tu t'es affiché. Non, j'ai pas besoin d'entendre ça en fait. J'ai vraiment pas besoin d'entendre ça parce que je pense que j'arrive à une saturation dans ma tête où ça commence à faire un peu beaucoup. Où c'est pas facile parce qu'on est toujours en plein deuil. C'est pas facile parce qu'on doit accepter cette nouvelle et on n'a pas le choix en fait. C'est pas facile parce qu'on sait qu'une personne qu'on aime, on va le voir dans un état pas très bien. Voilà, vous savez qu'une fois que vous commencez la chimio, c'est pas non plus une partie de plaisir. Et en fait, on est obligé de se justifier. Mais encore une fois, je le répète avec l'accord de mon frère. Donc, je vais juste vous dire, faites très attention à vous, profitez de vos proches. On vit qu'une fois et en fait il faut arrêter de se prendre la tête pour des broutilles et surtout envoyer comme ça de la méchanceté via les réseaux sociaux. Je trouve ça vraiment petit. Comme ici à la maison, oui, je me lève, des fois je suis pas de bonne humeur, je suis fatiguée même si j'ai été dormir tôt la veille. J'ai la motivation de rien faire des fois et parce qu'en fait on encaisse les coups et que là voilà, c'est que ça devient un peu compliqué, mais on est une famille soudée, ça va bien se passer, on va l'aider, et voilà. Je sais plus quoi dire. Profitez de vos proches, vraiment, et one life, quoi. On n'a qu'une vie, les amis, vraiment, on n'a qu'une vie. Et franchement, que dire, mis à part que c'est juste horrible, c'est que il n'y a rien de plus important que la santé, en fait. Et on est beaucoup à oublier à quel point on est chanceux quand on est en bonne santé. Parce que tout ce qui est argent, ça peut partir, ça peut revenir. Enfin, les problèmes dans la vie, en règle générale, il y a souvent une solution. Même si ça peut être très compliqué parfois, il y a souvent une solution. Par contre, une fois que ça commence à toucher la santé, c'est une autre histoire. Et j'imagine même pas à quel point ça a dû être lourd pour elle, ainsi que les membres de sa famille, d'enchaîner autant de mauvaises nouvelles, l'un après l'autre.
D'abord sa sœur, ensuite le décès de sa mère, maintenant son frère qui a un cancer qui apparemment est incurable. C'est horrible. Enfin, j'imagine même pas l'état psychologique, que ce soit celui d'Amélie ou celui de ses proches. Ils ont à peine eu le temps de se remettre du décès de leur maman, même si on se remet jamais d'un décès d'un proche, et encore moins de celui d'un parent. Cette mauvaise nouvelle par rapport à son frère, enfin à leur frère, leur tombe dessus. Évidemment que j'envoie énormément d'ondes positives, que ce soit à Amélie, ainsi qu'à sa famille, ainsi qu'à son frère qui malheureusement est touché par ce cancer, parce que c'est horrible, que ce soit pour la personne concernée, mais aussi pour les proches. C'est quelque chose qui est très très compliqué à vivre, donc voilà, j'envoie vraiment sincèrement énormément d'ondes positives à toute sa famille. Puis des gens avoir le culot de commenter des choses mais affreuses en dessous de certaines de ces photos et de ces vidéos, du genre oui, toi tu profites de ta vie alors que ton frère est malade. Une remarque aussi par rapport au mariage de sa sœur qui s'est du coup passé 1 mois après le décès de leur mère. Hein. Ce mariage était prévu depuis des mois et des mois et des mois, et c'était pas prévu que leur mère décède. Et quand on voit des gens qui se permettent d'ouvrir leur... Enfin, bref, vraiment, la haine gratuite comme ça, il y a des gens qui devraient vraiment, vraiment, vraiment apprendre à s'abstenir à certains moments. Vraiment. On aurait pu décaler, et 1 an ou pas, tu te trémousses pas presque en slip alors que ta mère vient de mourir. Donc déjà, je suis pas en slip, donc je ne sais pas c'est quoi le mot slip pour toi, enfin bref. Waouh, vous lâchez pas l'affaire, hein. Pourquoi? Vous êtes jaloux du mariage de ma petite sœur? Tu n'es pas heureux dans ta vie? Donc on est obligé de pleurer tous les jours, on est obligé d'être mal tous les jours, on l'est mal tous les jours, on pleure tous les jours. Eh ben hier, on s'est bien amusé hier soir. Voilà, ça nous a fait du bien. On était en famille, on a mangé, on a rigolé, on a bu, on était avec nos amis, j'étais avec mes frères, avec mes sœurs, avec tous ceux de ma famille, avec mon papa. On était bien, voilà. C'est ça, en fait, on était trop bien. Alors non, voilà, non. Et on va continuer à vivre. Ma petite sœur part en lune de miel la semaine prochaine. Moi, je pars en voyage aussi. Voilà, je vais faire mon deuil comme moi, j'ai décidé de faire mon deuil, pas comme toi ou comme vous. Vous avez décidé de me dicter. Attendez, parce que là, j'ai du mal à lire. Hop là. Buzz un jour, buzz toujours. Je pensais que sa mère était décédée. Alors, vous pensez que vraiment... Maman, sors de la voiture! Mais vous êtes des grands malades, en fait. Waouh! Vous êtes des grands malades. Je vais vous dire que ma mère, d'un coup, va sortir, que c'est pas vrai qu'elle n'est pas décédée, mais vous êtes des grands malades. Ça va durer combien de temps, en fait, ce petit argument que vous avez sur le décès de ma mère, sur tout ce qu'on peut nous vivre, en fait, ça va durer combien de temps? Dites-moi, combien de temps ça va durer? Vous voulez quoi? Que je me filme tous les jours en train de pleurer? Eh ben, si vous voulez, je vais commencer à pleurer, je vais me filmer, je vais vous montrer que ça ne va pas. C'est ça que vous voulez? C'est ça que vous voulez? Non? Et vous allez me dire, ne réponds pas. Je sais, mais à un moment donné, oh, stop! On est des humains comme tout le monde, j'ai un cœur comme tout le monde, donc arrêtez avec ça, en fait. Arrêtez. Revenons maintenant sur la carrière d'Amélie Netten. Donc, le grand public a pu découvrir Amélie Netten lors de sa participation à la 4e saison de Secret Story. C'était donc en 2010. Elle a pu confier dans son livre qu'elle avait été contactée par une casteuse, donc par Facebook, et qu'à la base, avant d'avoir été contactée, c'était pas du tout dans ses plans de participer à une émission de télé-réalité. Je vous la cite. C'est par ma messagerie privée que j'ai appris que l'on cherchait à me joindre pour participer au casting de Secret Story. Sur le moment, je n'y ai pas trop cru. Des messages bidons, des arnaques, ce n'est pas ce qui manque sur Facebook. Et puis, j'ai eu l'appel d'une fille d'Endemol, la célèbre maison de production. Elle m'a dit qu'elle avait vu ma photo de profil, elle ne m'a pas dit comment elle était tombée dessus et qu'elle pensait que j'avais la personnalité qui correspondait à l'émission. Intriguée et parce qu'elle était très convaincante au téléphone, j'ai convenu avec elle un rendez-vous à Paris. Je suis les billets de train et tout s'est enchaîné. Le jour J, j'avais tellement peur d'être en retard que j'ai débarqué à la gare du Nord avec 4 heures d'avance. Je suis restée 3 heures à attendre devant mon coca à la terrasse d'un hippopotamus. À l'époque, Secret Story représentait pour moi le moyen de passer à une autre vie, de découvrir d'autres horizons que ceux de ma Belgique natale. Et puis, même si je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer, on ne va pas se mentir, il y avait quand même 150 000 € à la clé pour le gagnant. C'est une somme. Sans grande surprise, Amélie a été prise et le seul problème, c'est qu'elle n'avait pas de secret.
Sauf que la production l'a tout de suite rassuré en lui disant qu'ils allaient lui en trouver un. Et ils lui ont donc donné le secret « Je suis un don Juan au féminin ». Elle a accepté. Alors, elle a quand même pu confier dans son livre qu'elle aurait effectivement pu demander quelque chose de plus cute comme secret pour éviter que certaines personnes puissent avoir une certaine image d'elle, qui ne lui ressemble pas du tout, d'ailleurs. Et c'est vrai que sur le moment, voilà, dans l'euphorie de la chose, etc., elle n'a pas forcément pensé aux répercussions d'un secret pareil. Je vous la cite. De toute façon, physiquement, je n'en pouvais plus. Je travaillais la nuit, la journée, je ne mangeais pas beaucoup, et il est arrivé ce qui devait arriver. J'ai fini par faire un malaise. Mon corps, épuisé, était en train de me lâcher. Le jeu est arrivé au bon moment. Dans son livre, elle est revenue sur pas mal de détails par rapport au déroulement du jeu en règle générale. Et elle a relevé des choses qui ont déjà été relevées par d'autres candidats qui ont pris la parole par rapport à ce sujet-là. Donc comme quoi qu'ils n'avaient pas accès à l'horloge, donc ils ne savaient pas quelle heure il était. Ils essayaient souvent de se repérer par rapport au lever et au coucher du soleil. Puis la sphère, c'était assez compliqué étant donné ils avaient accès à rien en fait. Pas de téléphone, pas de télé, pas de tablette, rien. Donc ils passaient leur journée à discuter. Au bout d'un moment, les tensions ont commencé par se faire sentir. Et puis elle a aussi souligné que tout était organisé pour que la tension monte entre les candidats, justement. Amélie, de son côté, a pu confier que pour elle, la chose qui était vraiment le plus compliqué à gérer dans la maison, c'était la saleté des autres. Voilà, Amélie, c'est quelqu'un qui est... un peu maniaque, elle tient énormément à ce que tout soit propre, bien rangé, etc. Et du coup, elle avait du mal avec les gens qui laissaient tout traîner et qui étaient OK, en fait, de vivre dans la saleté, en gros. Je vous la cite. Je voyais le sac poubelle qui débordait, les ordures qui tombaient sur le sol et que personne ne se levait pour fermer le sac et le déposer dehors, je devenais hystérique. Ce n'est quand même pas compliqué de ranger un bol ou de vider une poubelle, mais apparemment, ça l'était, puisque personne ne le faisait. On verrait tous vivre dans la crasse. Et c'est bien évidemment aussi dans l'émission Secret Story que Amélie a fait la rencontre de Senna. En parlant de pétage de plomb, c'est vrai qu'elle a pu confier que l'un de ses gros pétages de plomb dans l'émission, c'était justement par rapport à Senna. Elle avait été séparée de Senna pendant l'espace de quelques jours. Elle devait se rendre dans une pièce secrète et elle pouvait juste voir Senna à travers d'une porte vitrée. Et en fait, si vous voulez, à ce moment-là, il y avait la candidate de télé-réalité Stéphanie qui tournait autour de Senna, puisque, alors déjà, il faut savoir que son secret à elle, donc à Stéphanie, c'était « j'ai eu une relation avec Senna donc auparavant ». Sa mission, du coup, à ce moment-là, c'était de se rapprocher de Senna. Et ça, c'est quelque chose qui a complètement fait péter les plombs à Amélie. Je vous la cite. Stade, en termes de sentiments, j'étais dans un monde parallèle où je ne différenciais plus ce qui était réel de ce qui ne l'était pas. Tout se mélangeait. C'était la pagaille dans ma tête. Tout était décuplé, exacerbé. Les joies, les peines, l'amour, la colère, tout était si intense. Peut-être parce que le manque de ma famille commençait sérieusement à se faire sentir. Parce que j'avais un profond besoin de retourner dans la vraie vie. Mon cerveau m'envoyait sans doute un message « Stop, tu es à bout, tu arrives à saturation ». Complètement hors de moi, j'ai crié à Stéphanie « Tu as de la chance que la porte nous sépare, sinon… » Sitôt, je me suis ruée sur la porte vitrée pour la défoncer. À ce moment, un voyant rouge s'est allumé dans ma tête. Je me revois me dire que ça allait trop loin, que la production jouait avec mes nerfs, mais j'étais lancée, je n'arrivais pas à me calmer. J'étais comme possédée. La voix est alors intervenue avec autorité. « Amélie, arrête ça, viens immédiatement, je t'attends au confessionnal. Dépêche-toi. » Confesse et tout s'est calmé d'un coup. Ça fait 2 semaines, tu viens... J'aurais pas fait ça, tu crois quoi dedans? Comment je suis, moi? Pourquoi tu fais ça? Tu te fous de moi, quoi, Sénat? Alors, dans son livre, elle est également revenue sur son mariage, sur son faux mariage, avec Senna dans l'aventure. Donc en fait, si vous voulez, de base, Amélie n'était pas du tout emballée par l'idée de ce mariage, etc. Mais la production avait tellement insisté pour qu'elle le fasse, en lui promettant que ils allaient lui rendre quelque chose en retour, donc une faveur en retour si elle était d'accord de le faire, quelque chose qui lui manquait particulièrement, étant donné qu'ils n'avaient pas droit à grand-chose dans cette maison. Et comme ils n'avaient pas droit à l'eau chaude et que ça lui manquait énormément, c'est ce qu'elle leur avait demandé en fait en échange de cette fameuse cérémonie en question. Je vous la cite.
Je me lave matin et soir. C'est une question de propreté. Dans la maison des secrets, je n'avais de l'eau chaude qu'une demi-heure le matin. Avant de me coucher, je me lavais à l'eau froide. Si ce n'est pas mortel, c'est vraiment désagréable. Avec le temps, ça devient une obsession. Bien sûr, si on n'est pas dans la maison, accepter de se marier contre de l'eau chaude, c'est totalement absurde. Mais il y avait une autre raison qui m'a poussée à accepter. Si tu ne joues pas le jeu, si tu t'opposes aux décisions de la production, en contrecarrant ces plans, tu risques d'être mis sur la touche et d'être écarté ou moins présent à l'image. Et qui dit moins présent, dit un risque d'être éliminé au vote le prime suivant. Pire, on peut trouver un truc ou une astuce pour que tu sois nominé. C'est pourquoi, même si je tenais à avoir de l'eau chaude, c'est surtout pour cette dernière raison que j'ai accepté leur proposition de mariage. Et après tout, c'était pas un mariage devant monsieur le maire. Enfermé depuis 3 mois, tu sais plus ce que tu dis, tu sais plus ce que tu fais en fait, tout simplement. Après ils ont dit mais tu veux quoi? Et moi j'ai dit je veux de l'eau chaude. Et du coup voilà, c'est tout con. Donc vous êtes mariés contre de l'eau chaude. Alors un autre point sur lequel elle est revenue, c'est sur leur relation en règle générale. Donc Amélie a pu confier que dès la fin du jeu, c'était vraiment fini entre eux. Même s'ils ont encore participé à une émission par la suite, etc., c'était uniquement pour le côté business de la chose qu'ils ont fait croire ça au grand public. Confier qu'ils n'étaient plus du tout sur la même longueur d'onde. Elle a également pu confier que Senna aurait pris la grosse tête, qu'il voulait directement aller s'installer à Paris, parce que c'était mieux d'être à Paris du coup pour le business, les projets, etc. Et qu'en fait, une fois à l'extérieur, ils n'avaient plus du tout la même complicité qu'ils ont pu avoir à l'intérieur du jeu quand ils étaient enfermés. Je vous la cite. « Nous avons menti aux gens et aux journaux en affirmant que notre histoire continuait. C'était faux. Tout était faux. Nous l'avons fait pour des raisons de business en vérité. Et même si nous avons de nouveau participé à une émission ensemble, c'était fini entre nous et bien fini. » Mon plaisir de savoir qu'on a plu à des gens. Et on a énormément du public et ça fait très plaisir. Ouais, ça fait très très plaisir. Parce que c'est vrai que vous êtes le couple phare de Secret Story cette année. Oui. Et qu'est-ce que les gens vous disent? Est-ce qu'ils vous parlent quand ils vous voient par exemple en couple? Franchement, des fois par exemple, on a déjà été témoin des réactions qui nous ont un peu choqués. Comme par exemple, l'autre jour, on était au magasin et la vendeuse nous dit « Ouais, c'est étonnant de vous voir ensemble après tout ce qui se dit dans la presse. » Voilà, donc ça, c'est le genre de réflexion qui nous choque un peu. Maintenant, on sait que tout ce qui se dit dans la presse, faut faire abstraction de tout ça. Et surtout quand on est dans la maison, qu'on ne sait pas se défendre. Donc c'est vrai, exactement. Donc c'est clair que les gens qui lisent la presse, ils font des idées, toutes fondées sur nous deux. Donc c'est vraiment de leur montrer que non, nous en fait on est inter, on est fidèles à nous-mêmes et les gens nous voient ensemble et ils sont d'autant plus rassurés parce que en fait. Ils très heureux de nous voir. Ils se rendent compte que en fait on est vraiment sincères et ça marche vraiment. Tout simplement. C'est à côté des encore. Donc, après Secret Story, Amélie a enchaîné avec Les Anges de la télé-réalité, donc la première saison. Ensuite, elle a enchaîné avec la deuxième saison des Anges à Miami et cette fois-ci en tant que guest. Et en fait, si vous voulez, à ce moment-là, Amélie était enceinte, mais elle ne le savait pas encore. Et justement, on va revenir un instant sur les confidences qu'elle a pu faire par rapport à sa grossesse, etc. avant de continuer sur tout ce qui touche à sa carrière. Donc, une fois le tournage des Anges terminé, Amélie a repris sa vie. Donc, elle a recommencé à avoir ses amis, à sortir, etc. Et si vous voulez, parmi ce groupe d'amis se trouvait une personne qu'elle appréciait plus. Donc, ils ont commencé à se voir de plus en plus régulièrement, passer beaucoup de temps ensemble, au resto, etc., etc. Et Amélie est donc tombée enceinte. Amélie ne s'est pas aperçue tout de suite qu'elle était enceinte, étant donné qu'elle prenait la pilule, et pour elle, c'était du coup impossible qu'elle tombe enceinte. Et c'est donc suite à un retard qu'elle a acheté un test de grossesse et qu'elle a consulté un gynécologue et qu'elle a du coup appris qu'elle était bel et bien enceinte. Je vous la cite. « Gynécologue m'a fait une échographie. Je n'ai pas eu tout de suite le réflexe de regarder l'écran. Et j'ai entendu distinctement le petit cœur qui battait. À ce moment-là, une vague d'amour m'a submergée. Il était encore minuscule, mais j'ai senti que nous faisons qu'un. Qu'il était ma providence et qu'il me permettait de réaliser mon rêve, celui que je portais en moi depuis si longtemps, être maman. » Dans son livre, Amélie a pu confier que son copain de l'époque, de son côté, n'était pas du tout prêt à avoir un enfant, mais qu'elle désirait tellement cet enfant que même si lui, de son côté, n'était pas prêt, elle souhaitait le garder en fait.
voilà, quitte à l'assumer seule, mais elle souhaitait le garder. Également rajouter qu'il a toujours été correct avec elle, même si évidemment par moments quand elle était enceinte, surtout quand elle se sentait pas très très bien, ça lui est arrivé de lui en vouloir par moments, mais qu'à l'heure d'aujourd'hui, enfin en tout cas au moment où elle avait écrit son livre, ils sont restés en très bons termes et il connaît son fils, hein, donc son ancien compagnon connaît et voyait ou verrait encore son fils. Je vous la cite. Mon fils ne l'a pas rejeté. Il sait que c'est son papa et il a toujours eu une place dans sa vie. Et c'était donc le 9 décembre 2011 qu'Amélie a donné naissance à son fils Hugo. Alors évidemment, hein, qu'elle était aux anges à la naissance de son fils, tout s'est super bien passé, mais elle est quand même revenue sur une grosse frayeur, hein, qu'elle avait eue quand elle était à la maternité. Donc en fait, si vous voulez, en attendant les visites, elle avait décidé de prendre sa douche le temps que son fils dormait. Après avoir reçu son biberon, avec la porte bien ouverte, hein, évidemment, pour pouvoir le surveiller. Et quand elle était en train de se déshabiller pour rentrer dans la douche, elle avait été prise par un mauvais pressentiment, sans vraiment savoir pourquoi en fait. Elle s'est mise à crier et elle est tout de suite sortie donc, de la salle de bain pour aller voir son fils. Et là, elle découvre son fils qui était tout bleu. Je vous la cite. J'ai hurlé pour appeler les sages-femmes tout en tapant dans son dos et soudain, un hoquet. Il a tout recraché. Il avait eu un reflux à cause du clapet qui ferme l'œsophage et qui n'était pas encore assez fort. Le lait du biberon était remonté dans sa gorge. Là, j'ai pensé qu'il aurait suffi que je rentre directement dans la douche et que j'en ressorte 5 minutes plus tard pour que mon fils ne soit plus là aujourd'hui. Il n'y a pas d'hasard. Nous avons été protégés tous les deux et je sais par qui. Par mon grand-père. Alors concernant le père de son fils, elle a pu confier qu'elle n'a jamais relevé son prénom ni son nom parce que c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé en fait à être sous les feux des projecteurs, à devenir une personnalité publique, etc. Donc pour elle, ça a toujours été très très important de préserver son anonymat. Alors c'est vrai que lors de la naissance de son fils Hugo, elle avait fait la couverture d'un magazine accompagné du père d'Hugo, hein. Enfin c'est ce qui avait été dit en tout cas dans l'article et sur les photos présentes, apparemment, c'était lui. Mais quand j'ai commencé à faire des recherches, etc., je suis tombée sur plusieurs articles qui disaient que apparemment, c'était pas réellement lui, le papa d'Hugo. Donc voilà, je sais pas si c'est son père ou pas du coup, sur ces photos en question. Et elle a également pu rajouter aussi qu'à une certaine période, il y a beaucoup de personnes qui pensaient que c'était son compagnon actuel, Philippe Léonard, donc le papa d'Hugo. Mais voilà, ce n'est pas le cas. Je vous la cite. À un moment, sous prétexte que l'on se connaissait depuis longtemps, la rumeur a couru qu'il était le père de mon enfant, alors que même nous ne savions même pas qu'un jour nous serions ensemble. Et ça, évidemment, je pense qu'on est nombreux à en avoir entendu parler. À cette période-là, il y avait énormément de gens qui faisaient circuler la rumeur comme quoi ce serait Benjamin Machet, le père de son fils Hugo, et évidemment que ce n'est pas le cas. En fait, Hermine, je suis très embêtée. Enfin, je suis tombée sur des articles. Apparemment, je serais le père d'Hugo, de ton fils. C'est des messages aussi, non, c'est... Je comprends pas. Enfin... Non, c'est parce qu'en fait, tu fais aussi partie des 10% de la population qui a les yeux bleus, tu vois. Et du coup, forcément, toute personne que je côtoie, c'est le papa d'Hugo. Ouais, alors, j'ai un peu du mal à comprendre comment, à moins que pendant que je dorme, tu m'aies pas prévenu de tout, quand on était en booking. Ah non, moi non plus, vas-y, arrache-toi, louloute. Non, mais je vous jure qu'il y a des gens qui croient vraiment que peut-être, à l'époque où on se fréquentait pendant les grandes années de télé-réalité, nous aurions pu avoir une relation ensemble. Non. Non, je n'ai jamais fait ça avec une fille, encore moins avec Amélie Netten. Hein. Il faut sachez que vraiment, j'aurais pas réussi à, tu m'as compris. Donc, c'est la raison pour laquelle Amélie n'a pas participé à la 3e saison des Anges. Par contre, pendant sa grossesse, donc pendant cette période de repos, elle avait quand même été manger un bout avec l'ancien directeur des Anges qui lui avait expliqué qu'il venait de signer pour une nouvelle saison, donc pour les Anges 4, en lui demandant si elle voulait y participer puisque ça tombait pile poil un mois après son accouchement. Et Amélie a fini par accepter. Je vous la cite. Le moment est venu pour moi de partir. Hugo avait 1 mois et demi. Je suis tout d'abord allée voir la pédiatre qui m'a rassurée.
C'est maintenant qu'il faut envisager ce voyage avec votre fils. Le décalage horaire n'aura pas d'impact sur lui. Il n'est pas réglé sur l'horloge, mais sur les heures où il a faim. Il a déjà eu ses premiers vaccins. Il n'y a donc pas de raison de se faire du souci. Donc elle a pu confier que tout s'est super bien passé. Donc elle est partie avec une amie à elle qui était donc la nounou d'Hugo sur place. Elle a également pu confier que la production avait tout arrangé pour que tout se passe parfaitement bien, que ce soit pour elle, mais aussi pour son fils Hugo. Amélie a ensuite enchaîné avec les anges 5 et 6. Alors évidemment, dans son livre, elle est revenue sur pas mal de petites anecdotes, du tournage, etc. Évidemment que dans cette vidéo, vous le savez, je ne vais pas revenir sur tout ça. La vidéo sera beaucoup trop longue et je vous invite à lire son livre si jamais ça vous intéresse. Et en restant un instant sur le sujet de son fils, c'est vrai qu'Amélie partage assez régulièrement des moments partagés avec son fils sur ses réseaux, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec une petite compilation et on se retrouve juste après. Oh mon bébé! Maman, oui, bisous maman. À bisous. Et là. Et ça fait quel effet d'avoir Amélie Letten comme mère? Attends, c'est ce que tu dis, toi. Je rigole. Ça me fait pas rien. Mais ça, t'imagines, t'as Amélie Letten comme mère? Mais ça existe vraiment? C'est bien le cas de cet enfant? Non mais c'est trop drôle pour nous parce qu'on t'a connu, nous. Tu sais. Est-ce que maman, elle est sévère? Sévère, c'est un petit mot. Moi, genre... Ah bon, sur quoi? Après, moi, tout ce qui est sur l'éducation, sur la politesse, sur l'école... C'est vrai qu'il est bien élevé, il faut sachez que cet enfant est bien élevé, en plus il a des bonnes notes. Donc côté carrière, Amélie s'est évidemment pas arrêtée là. On a notamment pu la retrouver par la suite dans plusieurs saisons des Anges, mais aussi dans Friends Trip, Les Apprentis Aventuriers, Les Apprentis Champions ou encore Les 50. Et elle avait d'ailleurs remporté la 2e saison des 50 et elle était donc la complice du lion lors de la 3e saison des 50. Voilà, alors dans son livre, c'est vrai qu'elle a dédié une bonne partie, pratiquement la moitié de son livre, à tout ce qu'elle a pu subir suite à cette célébrité. Alors, n'oubliez pas aussi qu'Amélie faisait partie, je vous en ai déjà parlé dans certaines vidéos comme I.M., Jessica Tivnan, Shanna Kress, Amélie, enfin, ce sont des personnages qui ont vraiment connu la vraie célébrité à l'époque. C'est différent de maintenant. Déjà, il y avait beaucoup moins de candidats. Et avant, c'était vraiment, comme je vous ai déjà répété à travers d'autres vidéos, c'était vraiment des starlets en fait. Donc quand ils sortaient, ils créaient des émeutes, il y avait énormément de personnes qui les accostaient, etc., etc. Alors, premièrement, Amélie est revenue sur les critiques qu'elle a pu se prendre par rapport à son fils. Donc par rapport à l'éducation, le fait qu'il vienne avec elle en tournage, etc. Donc en fait, si vous voulez, Hugo a toujours voyagé avec Amélie. Donc il y avait toujours une nounou, un membre proche, que ce soit une amie ou un membre de sa famille qui voyageait avec elle et qui était donc à ce moment-là, pendant son tournage, le nounou de son fils. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a toujours été non négociable pour elle. Les productions le savaient très bien, ça servait à rien de lui demander de venir seule. C'était soit elle venait accompagnée de son fils, soit elle ne venait pas du tout. Mais ça n'a évidemment pas empêché les gens de la critiquer. Et c'est vrai qu'à cette période-là, alors pour les personnes qui ont suivi cette période-là de la télé-réalité, vous allez très certainement vous en souvenir, mais elle en a pris plein la gueule par rapport à ça. Mais c'est un truc de malade. Et c'est un truc de fou quand on voit aujourd'hui que la plupart des candidates de télé-réalité sont mamans. Et à l'époque, c'était un truc genre dramatique qu'elle prenne son fils avec en tournage. C'est vrai que beaucoup de gens à cette période-là se permettaient en fait de la pointer du doigt et de la traiter de mère indigne. Je vous la cite. J'ai lu toutes ces horreurs sur les réseaux sociaux, j'ai essayé de garder la tête froide et j'ai été tentée de répondre en faisant une capture d'écran sur les mères indignes. Ou pire encore, des criminels, de celles qui ont mis leur bébé dans un four, qui ont ébouillanté leurs enfants dans des bains. Elles, ce sont des mères indignes. Qu'ai-je en commun avec des femmes irresponsables ou méchantes ?
Moi, je suis une mère indigne parce que Hugo a découvert le monde à mes côtés, parce que tous les soirs en voyage, il me disait « Maman, je t'aime », parce qu'il est heureux de découvrir des nouvelles cultures, d'apprendre des nouveaux mots dans une autre langue. Au niveau de la presse, Amélie avait aussi vécu l'enfer à cette période-là. Il y avait même, à un moment, ils ont prétendu qu'elle avait perdu la garde de son fils alors que c'était complètement faux. Elle a également fini par attaquer un magazine en Belgique qui avait diffusé une photo d'elle et son compagnon Philippe Léonard. Pour elle, c'était de l'atteinte à la vie privée, en fait, tout simplement. En plus, ces photos ont été accompagnées d'un article qu'elle a jugé être beaucoup trop violent pour son fils. Je vous la cite. « Si je peux encaisser, je ne peux supporter l'idée que mon fils puisse subir les moqueries ou les critiques de ses petits copains parce que leurs parents auront lu des choses sur moi. » Plus rien ne m'étonne de la part des journaux People, qu'ils soient belges ou français. Ce à quoi ils ne pensent pas, c'est à l'impact, aux répercussions que leurs révélations ont sur des esprits déséquilibrés, et par extension sur la vie de ceux que les rumeurs visent. Tant qu'ils ne s'en moquent, tant que les ventes montent en flèche. Pendant ma grossesse, j'ai été obligée de prévenir la police parce que des paparazzis m'attendaient tous les jours en bas de chez moi. Un en particulier ne décollait pas et restait des heures à guetter ma porte pour voir quand j'allais sortir. Qu'est-ce qui lui trottait dans la tête? Ça en devenait inquiétant. Évidemment, elle est revenue sur d'autres exemples, notamment un jour, alors qu'elle se trouvait à la gare accompagnée de son fils, qui était petit. Il y avait un groupe de jeunes qui s'est dirigé vers elle. Et en fait, elle, à ce moment-là, elle n'a pas vraiment... elle se disait, bon, ils vont peut-être venir demander une photo, ou ils vont peut-être capter que c'est moi. Et comme, voilà, elle était vraiment au pic de sa célébrité à cette période-là. Au début, ça ne l'avait pas plus percuté que ça, entre guillemets. Mais l'une des jeunes de ce groupe est venue vers elle, vers son fils, s'est penchée à la hauteur de son fils, en lui disant « Tu sais que ta mère est une grosse connasse ». Et là, évidemment, Amélie a complètement vrillé, elle a pété les plombs. Et il y a de quoi. Je vous la cite. « Léchi, j'ai vu rouge, les mots sont venus tout seuls. Je l'ai envoyé dans le mur aussitôt. Toi, tu vires vite fait ta main de mon fils. Qu'on s'en prenne à moi, je ne le comprends pas, mais je finis par m'y faire. Mais mon fils, c'est intolérable. » La bande avait dû préméditer son coup parce que l'un de ses copains filmait la scène avec son portable. Ils avaient dû me reconnaître de loin et espéraient sans doute me ridiculiser et faire le buzz en mettant la vidéo en ligne sur les réseaux sociaux. Sauf qu'Amélie, je pense qu'on connaît tous un petit peu son tempérament, ne s'est pas du tout laisser faire. Donc elle a arraché le portable des mains de ce jeune en question, en l'obligeant d'effacer la vidéo en question, le menaçant sinon d'exploser son téléphone par terre et que son téléphone allait éclater en 1000 morceaux. Le jeune a pris peur, il a tout de suite fait ce qu'elle lui a demandé de faire, c'est-à-dire effacer cette fameuse vidéo. Et au final, dans la gare, il y avait la police qui patrouillait et qui avait entendu qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond, au vu des cris, etc., qui se sont directement dirigés vers eux. Et les jeunes, en voyant les flics arriver, ils se sont tirés, ils ont pris peur et ils sont partis. Franchement, si vous regardez assez régulièrement mes vidéos sur les personnalités publiques, etc., c'est quelque chose qui est souvent revenu. Le manque de respect de certaines personnes, il y a Jessica Tivna qui en avait parlé, Shanna Gress, Jérém Star, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a eu plein de personnalités publiques du genre qui ont relevé à peu près les mêmes choses. Et franchement, ces comportements sont inacceptables. Il y a des limites dans la vie, en fait. Peu importe qui tu es, tu mérites le respect. Et ça, c'est clairement... Moi, personnellement, ça, j'ai pu le répéter dans d'autres vidéos aussi. Moi, personnellement, quelque chose comme ça, je pourrais pas. Je vous dis, honnêtement, moi, ça me ferait péter les plombs, ce genre de situation-là. Je tiens tellement à ma tranquillité, mon intimité. Pour moi, ça, c'est des situations, ça m'angoisserait tellement, mais tellement. Et je ne comprends pas. En fait, c'est clairement un manque d'éducation de se comporter de la sorte, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Mais bon, ça ne s'est pas arrêté là. Vous allez voir là, dans un instant, à quel point certaines personnes sont complètement tarées et cinglées. C'est vraiment le cas de le dire. Donc c'était en 2013, alors qu'Hugo avait à peine 2 ans, qu'Amélie avait reçu une convocation de la police. Alors elle, à ce moment-là, elle ne savait absolument pas de quoi il s'agissait. Dans la lettre, il n'y avait pas de précision. Donc, et elle était à des milliers de kilomètres d'imaginer la raison pour laquelle elle avait été convoquée. Là, Amélie a tout de suite appelé son père pour lui demander s'il était OK de l'accompagner.
Et donc, elle s'est rendue à la police avec son père et elle avait laissé son fils Hugo avec sa sœur. Voilà, entre-temps. Une fois qu'ils sont arrivés, la femme qui se trouvait du coup derrière le guichet lui a fait part que son père ne pouvait pas l'accompagner dans le bureau de l'inspecteur. Et là, son père a eu un mauvais pressentiment et il l'a fait savoir à Amélie. Voilà, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Amélie, à ce moment-là, avait reçu une lettre de la brigade des mineurs. Donc, l'inspecteur arrive, il lui demande évidemment son prénom, son nom, son adresse, etc., en lui demandant si elle était bien la maman d'Hugo Netten. Et il lui a tout de suite demandé si elle savait où elle était. Amélie a répondu que non et qu'elle ne savait même pas pourquoi elle était convoquée. Là, l'inspecteur lui répond qu'elle se trouve à la brigade des mineurs et que c'était eux qui traitaient les affaires de mauvais traitements et d'attouchements sexuels sur les enfants. Je vous la cite. Là, j'ai eu l'impression que ma vie s'écroulait. Je me suis mise à pleurer. J'ai immédiatement pensé qu'il était arrivé malheur à mon fils, qu'il avait été victime d'un accident ou qu'un fou s'en était pris à lui. J'ai imaginé qu'un cinglé lui avait fait du mal ou peut-être pire encore. J'étais morte d'angoisse. J'ai exigé de connaître la vérité et de savoir exactement ce qui s'était passé. L'inspecteur m'a regardé droit dans les yeux et a poursuivi. « Non, madame, vous vous trompez. La plainte que nous avons reçue vous concerne. C'est vous qui êtes accusée. » Alors, évidemment, Amélie, elle a éclaté en sanglots. Enfin, elle était en pleurs. Et elle a pu confier, par contre, que... Voilà, le policier était touché par sa réaction, etc. et qu'il a quand même tenté de la rassurer en lui disant qu'il connaissait son métier, qu'il fallait qu'elle se calme, etc. Du coup, il a poursuivi en lui expliquant que quelqu'un avait écrit une lettre au procureur du roi pour les alerter et qu'ils ont du coup été mis au courant pour mener une enquête à son sujet. Alors, expliquer que dans cette lettre, elle a été accusée de maltraitance envers son fils, qu'elle le laissait mourir de faim, qu'elle le battait, qu'elle était alcoolique et qu'elle recevait sans arrêt des hommes à son domicile. Je vous la cite. En entendant l'inspecteur m'énumérer toutes ces horreurs, j'ai eu l'impression que mon cœur s'arrêtait de battre et que je me vidais de mon sang. Tous ces mensonges étaient trop violents, trop injustes. J'aurais voulu répliquer, trouver les mots pour me défendre, mais le choc était si énorme que je suis restée la bouche ouverte, incapable de prononcer le moindre son. J'ai cru que j'allais tomber. L'inspecteur tenait dans sa main la lettre plastifiée. J'ai voulu la lire, mais il a refusé en m'expliquant que je n'avais pas le droit. Elle était signée et j'ai pu apercevoir qu'elle mentionnait le nom et le prénom de l'expéditeur. En revanche, il n'y avait pas son adresse. À cet instant, j'ai compris que quelqu'un m'en voulait tellement qu'il n'avait rien trouvé de mieux que d'inventer toutes ces accusations mensongères et de les envoyer au procureur du roi. Là, l'inspecteur a commencé à lui poser pas mal de questions par rapport à ce qu'elle faisait dans la vie, qui gardait son fils quand elle partait, des questions par rapport à l'alcool, des questions par rapport à la drogue. Cette interrogation a duré plus de 2 heures. Et ensuite, il lui a expliqué qu'ils allaient procéder à une visite domiciliaire dans le cadre de l'enquête. Je vous la cite. J'étais si enragée que je n'ai même pas pensé que l'inspecteur avait la possibilité de me retenir, de me notifier de ma garde à vue et, si le juge donnait son feu vert, de me jeter en prison le temps que les enquêteurs rendent leurs premières conclusions. J'aurais aussi pu prévenir une assistante sociale et la charger de trouver une place pour mon fils dans un foyer ou une famille d'accueil. Rien qu'en repensant à cette éventualité, je ne peux m'empêcher de pleurer. Ce sont des souvenirs si horribles que 3 ans après, chaque fois que j'en parle, c'est comme si ça s'était passé hier. Sur le moment, je n'ai pas pensé à tout ça. Je pensais qu'à une seule chose, que l'inspecteur continuait à avoir des doutes sur mon innocence puisqu'il poursuivait son enquête. À ce moment, il m'a fait signer ma déclaration, puis a appelé mon père pour qu'il me rejoigne dans le bureau. Donc, Amélie rentre à la maison et elle savait qu'ils allaient du coup venir sans la prévenir, mais elle savait ni quand ni à quelle heure. Mais ça n'a pas duré bien longtemps puisque l'après-midi même, il a sonné à sa porte en fait. Donc, il a commencé à fouiller les placards, à faire le tour de son domicile, etc. comme c'était prévu pour voir s'il ne retrouvait rien au niveau de la drogue, etc. Il a également demandé à voir le petit Hugo, qui était à ce moment-là installé avec son petit doudou devant la télévision. Une fois sorti de la chambre du petit, il l'a rassuré. Voilà, en lui disant qu'il voyait très bien que c'était une bonne maman. Le frigo était rempli, il n'y avait rien de douteux chez elle.
Et voilà, je pense que cet homme, enfin ce policier en question, a l'habitude de dossiers beaucoup plus graves. Et c'est d'ailleurs ce qu'il lui avait relevé, en lui disant qu'il avait vraiment des dossiers graves à traiter et que là, il avait l'impression de perdre son temps, clairement. Donc là, évidemment, Amélie était soulagée. Elle l'a remercié en se disant qu'elle avait quand même énormément de chance d'être tombée sur un policier qui était très humain, en fait. J'ai quand même été moi convoquée à la police où j'ai eu des lettres anonymes, de base anonymes, qui ont été envoyées au procureur du roi en Belgique. Donc moi, c'est pas que les réseaux sociaux. Donc à un moment donné... Alors c'était des lettres justement qui t'accusaient, c'est ce que tu racontes dans ton livre, qui t'accusaient donc de maltraiter ton fils. Ouais. Tu as été convoqué par la brigade des mineurs et tu as failli, on peut le dire, perdre finalement la garde, puisque ça aurait pu aller très très loin. Tu as des perquisitions à domicile. Enfin, raconte-nous comment ça s'est passé. Et comment c'est possible comme ça d'être convoqué sans preuve, juste avec des courriers de gens un peu, ma foi... Détraqués, oui. complètement tarés, voilà. Mais je me suis retrouvée dans un bureau et là, j'ai le policier qui est en face de moi et qui me dit est-ce que vous savez où est-ce que vous êtes ? Je dis non, pas vraiment. Et là, il me dit vous êtes à la police des brigades des mineurs, pédophilie, etc. Je crois que quand il m'a annoncé ça, j'ai ma vie, je sais rien, j'ai directement pensé, mais qui a fait du mal à mon fils en fait ? J'ai pas pensé qu'on m'accusait. Ah oui, qu'on t'accusait toi, tu t'es dit, est-ce qu'un jour, je sais pas, à la crèche ou n'importe où. Je me suis dit, est-ce qu'il y a eu quelque chose à l'école, un truc, je sais pas, je me suis dit, mais j'ai commencé à me dire, et là on me dit, on vous accuse vous. Et quand le policier me dit ça, là j'éclate en sanglots en fait. Je tremble, je fais limite un malaise, je suis pas bien, je comprends pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui se passe en fait, je suis perdue. Il me lit ce qui est marqué dans la lettre et c'est assez drôle en fait parce que dans la lettre il était marqué que je maltraitais mon fils, que mon fils mourait de faim, limite il était déshydraté, qu'il dormait dans un lit sans matelas, que je me bourrais la tronche, excusez-moi, à la bière. Qu'il y avait des sachets remplis dans mon appartement de bière. À la limite, on aurait dit autre chose, du champagne. J'aurais dit, ok, je peux dire que c'était moi, mais pas du tout, en fait. Je n'ai pas une tête à me bourrer la gueule à la bière. Et en plus de ça, c'était précisé clairement la marque de la bière, donc la sous-marque. Donc c'est encore pour me dire vraiment que j'étais vraiment une sous-merde pour la personne qui avait écrit ça. Là... plus il continue à lire, plus je commence à pleurer en fait, parce que je me dis, où est-ce qu'on en est arrivé en fait pour en arriver là ? C'est parce que là, le policier te dit en fait qu'il doit venir chez toi, on fouille mon intimité, je dois dire de A à Z ce que je fais par jour, on me demande si je me drogue, je dois montrer mes bras, je dois montrer mes pieds, parce que forcément, un drogué, ça se pique aussi en dessous des pieds pour pas montrer les preuves. Un test d'urine. Je veux dire, en fait, là, c'est comme si on venait fouiller, en fait, dans ma culotte. Tu comprends ce que je veux dire ? Ça a été très loin. L'affaire a duré 1 an, et je me dis, en fait, que... Parce que tout ça, parce que tu fais de la télé, tu gagnes un peu d'argent, tu fais profiter ta famille, tu fais profiter de ton fils, et on en arrive là, en fait. Je me dis, en fait, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites à des personnes qui font de la télé-réalité? Est-ce qu'on en arrive toujours à un point où on va harceler les familles, on va téléphoner, on va envoyer des lettres? À un moment donné, il faut que ça cesse en fait. Arrêtez d'être jaloux comme ça sur les gens et assumez-vous tout simplement. Voilà, c'est tout. Je pense que la personne qui a fait ça en fait n'a pas pensé de se dire qu'on aurait pu vraiment enlever mon fils et que j'aurais dû entamer des démarches, je pense, mais très longues pour les récupérer. Et voilà, pour moi, c'est une pourriture. Et c'est comme j'expliquais, cette personne-là, je lui souhaite que du malheur. Et de toute façon, après tout ça, on a appris que de toute façon, cette femme-là, elle avait que du malheur. Et bien fait pour ta gueule, c'est tout ce que j'ai envie de te dire. Et là, on sonne à ma porte. Et c'était le policier, voilà. Donc je savais qu'il devait venir à la maison, mais je ne savais pas quand. Voilà, en fait, tu n'as même pas le temps de te dire si tu avais des choses chez toi, de les cacher. Donc je pense que c'était fait exprès. Rien, je vous rassure, mais je pense que dans leur tête, c'est comme ça. Là, Amélie était soulagée et elle pensait que toute cette histoire était derrière elle. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Donc entre-temps, Amélie était repartie pour le tournage des Anges avec son fils, comme d'habitude. Et c'est là qu'elle avait reçu un appel de sa sœur lui informant qu'un policier s'était rendu chez elle, donc au domicile de sa sœur,
l'inspecteur, lui demandant où était Amélie et qu'elle devait immédiatement le recontacter une fois qu'elle était de retour parce qu'il devait lui parler. Alors ce qu'elle ne savait pas encore à ce moment-là, c'est qu'une enquête de voisinage avait été ordonnée après la visite de l'inspecteur. Donc malgré que la première visite s'était bien passée, donc il avait été questionner le voisinage en leur posant des questions du genre est-ce qu'elle est aimable, s'il y avait des activités suspectes, s'il y avait pas mal de va-et-vient, etc. Donc plus tard, une fois qu'Amélie a enfin eu accès au dossier, qu'elle avait lu le témoignage de sa voisine qui avait bien souligné que c'était la seule personne du voisinage chez qui elle ne voyait jamais de gens défiler, en rajoutant qu'elle était gentille, polie et discrète. Donc les choses auraient pu s'arrêter là, sauf que malheureusement, il y a eu une deuxième plainte qui avait été déposée. Et à ce moment-là, il y a eu d'autres policiers qui ont été chargés de traiter ce dossier, donc tout a été repris à zéro en gros. Une fois de retour, elle s'est évidemment présentée au bureau pour voir ce policier en question qui traitait son dossier. Elle a du coup de nouveau été interrogée et 2 semaines plus tard, il s'est trouvé devant sa porte pour le même processus que la première fois en gros. Et à chaque fois, c'était ding-dong. Et quand j'ouvrais la porte, je fais « Oh non !» On me disait « Si, Madame Netten, je suis vraiment désolée, encore une plainte a été envoyée contre vous. » Et en fait, c'était tout le temps comme ça. J'étais même en tournage dans Les Anges. Les proches avaient quand même un numéro d'urgence pour appeler la production. Et on m'appelait, en fait. On m'appelait. Donc, je vois encore la production qui me disait « Viens, il y a un coup de téléphone pour toi. » Et voilà, c'est ta famille. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà, on me disait, écoute, c'était ma soeur qui me disait, voilà, t'as reçu encore une convocation de la police m'a appelé, t'as encore une plainte, la même personne et tout. Mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait, en fait? Ouais, mais pourquoi au bout d'un moment, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, à part être passé dans Les Anges et faire Secret Story? J'ai fait quoi de plus, en fait? C'est ça que je comprends pas, voilà. Ça a duré 1 an, vous vous rendez compte ce que c'est 1 an quand même, de devoir se justifier, de raconter toujours la même chose, de porter plainte contre X à chaque fois en fait, parce que la personne, même si j'avais son nom, son prénom, ça n'aboutissait à rien du tout, parce qu'une fois qu'une personne écrit à procureur du roi, c'est plus elle qui est pris en valeur que moi. Enfin, c'était fatigant, voilà. C'était vraiment fatigant. Jusqu'au jour où je me suis vraiment énervée sur la police, où j'ai vraiment éclaté en sanglots parce que c'était voilà, j'en pouvais plus. Il faut arrêter en fait la méchanceté gratuite. C'est même pas de la méchanceté, c'est de la haine. Et voilà aussi pourquoi tant de haine, parce que c'est de la haine. C'est trop facile en fait. On m'attaque juste sur mon fils. Il y a que ça sur m'attaquer. C'est fatigant. Je suis pas la seule candidate à faire de la télé, à être maman. Je suis pas la seule candidate à faire ce que j'ai fait. Je suis pas la seule candidate à être mère célibataire. À un moment donné, stop, foutez-moi la paix. C'est malheureusement pas arrêté là. D'autres plaintes ont suivi. Amélie a pu confier qu'au total, il y en aurait eu 5 ou 6. Faut savoir que cette personne qui lui a fait vivre cet enfer a été jusqu'à trouver le numéro de ses parents. Elle a appelé ses parents en leur disant que son fils était très malheureux et que dans son intérêt, elle voulait le récupérer. Non mais vous vous rendez compte à quel point certaines personnes sont cinglées? Vouloir récupérer son enfant? Il y a des gens, mais ça fait peur, ça fait vraiment peur. Bref, donc cette femme a aussi, elle ne sait pas comment, mais elle a aussi eu le numéro de sa sœur. Elle a appelé sa sœur en lui racontant le même baratin qu'elle avait raconté à ses parents. Donc ils ont été portés plainte pour harcèlement, diffamation et dénonciation calomnieuse, mais sans résultat. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'Amélie ne comprend absolument pas, comment ce soit possible, qu'il n'y a pas eu de suite par rapport à sa plainte. Il faut savoir que cette histoire, c'était pas l'histoire de quelques semaines, cette histoire a duré plus d'1 an, voilà, plus d'1 an. Donc au final, ils lui ont révélé l'identité de cette fameuse cinglée qui lui a fait subir ça. Donc cette personne prétendait être une voisine d'Amélie alors que ce n'était pas du tout le cas. Amélie habite à Liège et cette femme habitait entre Bruxelles et Charleroi, donc il y a quand même une bonne distance entre les deux. En fait, si vous voulez, d'après les confidences d'Amélie, cette femme avait elle-même des enfants qui ont été placés par les services sociaux. Et elle a fait une fixette en fait sur Amélie quand elle l'a vue à la télé. Elle a fait une fixette sur elle et elle était déterminée à lui pourrir la vie d'une manière ou d'une autre. Je n'ai pas essayé de rencontrer cette femme. Quelle discussion aurions-nous eu? C'était trop malsain. Et puis je ne voulais pas prendre le risque de m'énerver ou de me retrouver dans mon tort.
Elle m'a pourri la vie alors que je n'avais rien à me reprocher et que j'étais droit dans mes bottes. Elle s'en est prise à ce que j'ai de plus cher, alors, sans être cruelle, je ne lui souhaite pourtant rien de bon. Je n'ai pas intenté un procès pour diffamation, dénonciation calomnieuse et harcèlement. C'est parce que j'aurais dû prendre un avocat et me porter partie civile. Toute l'affaire aurait été débattue sur la place publique et à cette époque, en 2013, je n'avais pas besoin de ça. En définitive, j'ai reçu un courrier m'avertissant que le dossier avait été classé sans suite. Celle-là est derrière moi, mais si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que cette histoire explique le titre de mon livre « Pourquoi tant de haine ?» et qu'elle illustre parfaitement le climat qui sévit sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la télé-réalité qui est en cause, ni les policiers. Ils ont fait leur travail, ce qui était normal, et je ne peux pas leur en vouloir. Ce sont les réseaux sociaux les responsables. Quelqu'un qui cherche à me nuire en publiant n'importe quoi, et d'autres, des moutons, sans la moindre jugeote, répercutent la fausse information qui est ensuite relayée par la presse et les sites people. C'est de cette façon qu'on se retrouve pris dans un engrenage qui risque bien de vous broyer. Ça fait peur, vraiment, ce genre de truc. Imaginez à quel point cette personne ne la connaissait même pas. Elle ne la connaissait pas. Elle a juste fait une fixette sur elle en la voyant à la télé, sur les réseaux, etc. Et elle a décidé d'aller envoyer... Mais non, mais vous vous rendez compte à quel point c'est grave ? Enfin, et Amélie avait relevé ça dans son livre aussi. Hein. Imaginez si, lors de l'enquête, ou voilà, quand elle a été convoquée, imaginez si son fils avait trébuché la veille, par exemple, et qu'il se retrouvait avec une petite bosse sur la tête, ou vous voyez, ou 2-3 bleus, vous savez, sur les jambes, en jouant, les enfants, etc. Ça aurait pu avoir des répercussions, mais dramatiques. Et ça fait franchement, ça fait peur quand on voit à quel point certaines personnes sont vraiment tapées de la tête. Hein. Moi, je comprends pas comment ce genre de personnes-là puissent s'en sortir sans répercussions. Hein. Vraiment. Vraiment, pour moi, ce genre de personnes-là, je suis désolée, mais méritent d'être enfermés. Hein. Vraiment, ils ont besoin d'aide, et sévèrement. Hein. Sévèrement pour être capable de faire quelque chose comme ça. Hein. Par rapport à la célébrité, elle a également pu rajouter que ça lui fait évidemment énormément plaisir hein, quand elle croise des personnes dans la rue qui viennent vers elle avec des gentils mots, etc. Même si elle comprend pas toujours voilà pourquoi certaines personnes sont... Enfin voilà la réaction de certaines personnes qui peuvent parfois être extrême, mais ça lui fait bien évidemment plaisir. Par contre, elle a rajouté que elle, bon voilà, elle a fait de la télé-réalité, certes, mais son rêve, c'est pas de mener la vie d'une starlette. Amélie, c'est quelqu'un d'assez privé, qui vit toujours en Belgique, qui est très famille, d'après ce qu'on peut voir, qui est très privé aussi. On voit jamais Amélie donner des interviews. Enfin, à l'époque, elle en donnait, oui, dans le bain de Jérém Star. Mais Amélie, c'est pas, on la voit pas non-stop, vous savez, sur les plateaux, en train de parler de sa vie, en train de... Voilà, on la retrouve pas dans des événements, vous savez, où on retrouve toutes les starlettes de télé-réalité. C'est quelqu'un d'assez privé et d'assez terre-à-terre, en fait. Elle a rajouté que ce qu'elle apprécie un petit peu moins, c'est les gens qui sont sans gêne. Et ça, encore une fois, on en a parlé un peu plus tôt. Beaucoup ont parlé de cet aspect-là, hein, de la célébrité qui doit être très très lourd à supporter au quotidien, très sincèrement. J'aimerais pas être à leur place. Hein. Vraiment, j'aimerais vraiment pas être à leur place. Elle était notamment revenue sur une anecdote. Elle se trouvait au restaurant avec son chéri et il me semble des membres de sa famille. Et il y avait une jeune femme qui est carrément venue s'installer à sa table en commençant à lui raconter sa vie, etc. alors qu'elle était entourée de ses proches. Non mais, enfin, alors, ok, quand tu vois quelqu'un, une personnalité publique ou une célébrité, et que tu as envie de l'aborder, c'est compréhensible, surtout si la personne est jeune. Voilà, si c'est une adolescente, c'est totalement compréhensible. Et même en tant qu'adulte, si tu as envie d'aborder la personne, ça peut être compréhensible aussi. Mais quand vous voyez quelqu'un à table, en famille, attendez au moins que la personne se lève pour partir et aborder la personne discrètement, gentiment, genre calmement. Enfin, ces gens ne sont pas des bêtes de foire. Ces gens n'appartiennent pas au public. Même si, je pense que c'est ça le truc, c'est que certaines personnes doivent penser ça. Vous savez, j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec une amie. Je lui avais expliqué quelque chose par rapport à un joueur de foot qui était dans un endroit et que, enfin, il y avait un mec qui a eu une réaction qui m'avait interpellée. J'étais assez choquée à son grand âge de réagir comme ça et de gueuler. Enfin, bref. Et elle m'avait dit que certaines personnes, en voyant certaines personnes à la télé, etc., doivent avoir l'impression de connaître la personne. Et du coup, quand ils voient la personne, ils n'arrivent pas à contrôler leur...
Et ça peut être vrai, mais s'il vous plaît, en tant qu'adulte, mais à quel moment on se dit, vas-y, elle est là, je vais aller m'installer à sa table, m'incruster, alors qu'elle est en famille, avec son chéri, avec des membres de sa famille, mais c'est pas grave. Je vais quand même aller me poser, raconter ma vie et tranquille, les gens, s'il vous plaît. Vous voyez. Et après, il y a des gens qui se plaignent de la réaction de certaines personnalités publiques. Je sais pas, mais aux personnes concernées qui réagissent de cette manière-là, mettez-vous à la place de ces personnes-là. Si vous êtes dans un restaurant avec votre chéri ou des membres de votre famille ou des amis, que vous êtes en train de parler, que vous êtes dans une sphère privée, est-ce que vous aimeriez bien que quelqu'un vienne, genre déjà en totale euphorie, en limite en criant, en surexcitation, s'installer à votre table, sans gêne, s'incruster, commencer à vous raconter sa vie, alors que, non, je pense pas que vous voyez, non, il faut apprendre à avoir des limites, je suis désolée. En tout cas, pour moi, c'est un témoignage de plus qui fait réaliser à quel point c'est important de préserver sa vie privée, voilà. S'exposer sur les réseaux, c'est une chose, même participer à des émissions et tout, mais c'est encore autre chose, Quand on participe à ce genre d'émission, la notoriété, elle est tellement importante qu'il y a des choses qu'on n'arrive plus, je pense, ça donne pas envie, vraiment, ça donne pas envie. Ce que je voulais dire, c'est que c'était un témoignage de plus, font réaliser à quel point c'est important de préserver sa vie privée et de faire très très attention à quoi on partage sur les réseaux sociaux. C'est parce qu'il y a des gens qui sont tarés, vraiment tarés, comme cette dame-là qui lui a fait Après, attention, les réseaux, moi j'adore les réseaux, je trouve que franchement, quand on les utilise bien et qu'on fait attention à ce qu'on partage, on peut partager, on peut échanger, on peut tisser des liens, on peut rencontrer des gens qui peuvent devenir vraiment des amis dans la vie réelle. Il y a plein de... Voilà, il y a énormément de choses positives qu'on peut dire par rapport aux réseaux sociaux. Mais quand on voit des témoignages du genre, voilà, ça ouvre les yeux sur le fait qu'il faut faire très, 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 très attention par rapport à certaines choses, vraiment. Voilà, écoutez, on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. Je voulais encore une fois profiter d'envoyer énormément d'ondes positives à Amélie ainsi qu'à ses proches, parce que je sais qu'elle traverse un moment assez compliqué là, après le décès de sa maman, avec ce qu'elle vient d'apprendre par rapport au cancer de son frère. Donc voilà, j'envoie vraiment plein d'ondes positives à elle ainsi qu'à toute sa famille. Bien évidemment, se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. Alors j'hésite parce que j'étais en train de vous préparer une enquête par rapport à une TikTokeuse qui a fortement sombré dans l'engrenage de la drogue. Mais je reçois le livre de Natania qui a sorti un livre, L'enfant oublié, je crois. Je le reçois mardi. Oui, mardi ou mercredi. Donc, je ne sais pas quelle vidéo je vais vous poster en premier, mais en tout cas, ces deux vidéos vont arriver là incessamment sous peu, qui, je pense, va être très poignant parce que cette fille, elle a un vécu... j'ai pu voir quelques interviews de Natania à l'époque et... cette fille, elle en a bavé au niveau de sa famille. Donc, je pense que ça va être un livre... Voilà. Bref, je verrai ce que je vais vous proposer en premier, mais en tout cas, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser votre avis par rapport à Amélie, ce que vous pensez d'elle, etc., dans l'espace commentaire, si vous le souhaitez, évidemment. Et moi, il ne me manque plus qu'à vous remercier, comme d'habitude, pour votre temps, votre gentillesse et votre bienveillance. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.